Bonjour à tous et bienvenue pour cette webconférence consacrée au cycle des matières premières agricoles. Et nous allons nous poser la question suivante. Après un cycle baissier de 10 ans, allons-nous vers un changement de paradigme pour les cours de nos matières premières agricoles? Nous verrons la seconde partie la semaine prochaine, le 15 février. Cette fois-ci, nous serons en direct. Cette première diapositive qui concerne effectivement la partie avertissement, puisque toutes ces données économiques ou financières peuvent évoluer dans le temps, et notamment tout ce qui concerne l'analyse graphique. Donc, en préambule, si on reprend ce qui fait traditionnellement évoluer les cours de nos matières premières agricoles, on va retrouver 5 indicateurs qui sont intéressants à suivre, 5 indicateurs de prédiction de forte variation. Ces variations que l'on a pu retrouver sur l'année 2007, l'année 2010 et l'année 2012. Donc c'est plutôt l'arrivée de forts volumes sur les marchés à terme qui vont faire que là on va avoir un premier signal. Le second signal pourrait être les écarts de prix sur différentes périodes de livraison entre l'échéance sur un an, donc ce qui peut précéder effectivement une forte volatilité à venir. Le troisième point peut être la volatilité implicite au travers des prix des options que l'on peut observer. Le quatrième point serait l'écart de prix entre production agricole, où des amplitudes, seraient de nature assez anormale, donc nous mettrait en éveil. Et le cinquième et dernier point, c'est en règle générale plutôt une corrélation négative entre des ratios stock sur consommation, donc qui seraient annoncés élevés, et des prix qui seraient moins bas que prévu. Donc là, si on passe directement à l'analyse du blé, on a effectivement des fondamentaux du blé qui sont toujours très lourds, une production mondiale, selon le dernier rapport USDA en date de janvier 2018, donc une production à 757 millions de tonnes, une consommation de 742 millions de tonnes et des stocks mondiaux de l'ordre de 268 millions de tonnes. Ce qui nous amène à avoir des fondamentaux qui sont baissiers. On regarde tout d'abord le cours du 8, donc en tendance hebdomadaire. On peut s'apercevoir que depuis l'année 2008, donc le point haut de février 2008, on a cette oblique baissière qui vient cadrer en permanence la tendance du cours du blé. Et là, on est à la 4e tentative donc de débordement de cette oblique baissière. Donc là, on est bien sur une échelle de temps de 10 ans, une bougie égale une semaine. Et là, on peut s'apercevoir qu'au niveau des indicateurs mathématiques, là, c'est plutôt positif, on est plutôt haussier. Et là, à l'heure actuelle, nous sommes sur les 4,60 $, donc proche de partir à la hausse comme on avait pu le constater début juillet 2017. Si on zoome maintenant, donc avec le cours du blé en unité de temps jour, là sur une période allant de printemps 2014 jusqu'à aujourd'hui, on peut s'apercevoir que ce dernier a cassé son oblique baissière en place. Par contre, il est toujours dans une zone de trading range, donc une dérive latérale de l'ordre de 20 mois entre les 4 $ et les 4,60 $. Donc seulement si le cours vient partir à la hausse, on aura un emballement du cours du blé. Maintenant, le blé sur Euronext, toujours la même chose, en unité de temps hebdomadaire. Donc là, on peut s'apercevoir que le cours du blé, lui aussi, est cadré par cette oblique baissière, donc qui avait pris naissance février 2008 et qui, à l'heure actuelle, se situe sur le niveau des 175-180 eurotonnes, et notre cours du blé qui se situe à l'heure actuelle à 160. Donc là, on a un cours du blé plutôt dans la pointe du triangle, un peu moins en avance qu'à Chicago. Par contre, si on zoome, on peut s'apercevoir que sur les 46 derniers mois, on a un cours du blé qui est cadré, on va dire, dans une tendance où le point bas se situera aux alentours de 152 et le point haut sur les 182 eurotonnes. Donc voilà, et le point médian, donc c'est le fameux top de l'année 2003, soit les 165-166 eurotonnes, avec des indicateurs mathématiques plutôt haussiers.
Les fondamentaux du colza. Donc là, on a une production mondiale qui est en hausse sur un an de plus 2,8 millions de tonnes à un peu plus de 73 millions de tonnes. Une consommation mondiale qui elle aussi est en hausse, mais de seulement 0,8 millions de tonnes. Et on a des stocks mondiaux qui progressent de nouveau, donc qui se situent à un peu plus de 6 millions de tonnes. Donc là, on se retrouve avec des fondamentaux qui auparavant étaient plutôt haussiers et qui sont devenus baissiers, soit effectivement un cours du colza qui a tendance à l'heure actuelle à être baissier. Si on démarre par le cours du soja en unité de temps hebdomadaire, donc depuis l'année 2008 où il avait marqué un point haut sur les $16,50, $16,60, il y a eu un point haut de marqué avec la chaleur de l'été 2012 aux États-Unis sur les $18 le boisseau, et on peut s'apercevoir qu'aujourd'hui le cours en unité de temps hebdomadaire arrive à un point de rendez-vous sur les $9,90, $10, puisque l'oblique baissière vient effectivement à ce point de rendez-vous, avec des indicateurs mathématiques légèrement haussiers. Si on zoome sur le cours du soja, donc on a cette fameuse oblique baissière en place depuis les points hauts de l'été-automne 2012. Et là, nous sommes exactement, à l'heure actuelle, le 8 février, à un point de rendez-vous sur les $9,90. Par contre, on peut se rendre compte que cela fait 40 mois que le cours du soja évolue dans une zone entre $9,20 et $10,50. Donc là aussi, un cours du soja qui est bien cadré avec des indicateurs mathématiques légèrement haussiers. Passons au colza. Donc là, en unité de temps hebdomadaire, on peut s'apercevoir que ce dernier, comme pour le soja, il avait marqué un point haut, on va dire à février 2008, sur les 520 eurotonnes. On a retrouvé ce pic en 2011, début 2011, 520 eurotonnes, et que l'on a retrouvé ensuite à l'été 2012 avec la sécheresse aux États-Unis sur les fameux 520. Aujourd'hui, le cours du colza arrive dans sa pointe, même si, à l'heure actuelle, il se situe sur la borne basse de la pointe de son triangle, et on peut s'apercevoir qu'à 4 reprises, l'oblique haussière de support a tenu bon. Donc, actuellement, sur les 345-350 eurotonnes, c'est une zone support qui semble très solide. Par contre, des indicateurs mathématiques légèrement baissiers. Si on zoome pour le cours du colza, on va pouvoir se rendre compte que sur les 54 derniers mois, on a un cadrage de la tendance à l'horizontale sur une borne de support à 345 eurotonnes et sur une résistance à 390 eurotonnes à plus ou moins 25 à 30 eurotonnes, voilà, pour les bornes basses ou hautes. Mais le cours du colza étant bien cadré entre 345 et 390 eurotonnes, avec des indicateurs mathématiques, cette fois-ci, en journalier, qui sont toujours baissiers. Si on passe aux fondamentaux du maïs, donc là, on a une production mondiale qui est à 1045 millions de tonnes. Donc, on recule sur un an de 30 millions de tonnes. On a une consommation mondiale qui, elle, progresse de 5 millions de tonnes à 1067 millions de tonnes, et des stocks mondiaux qui sont en recul de l'ordre de 20 millions de tonnes, mais qui se situent toujours aux alentours de 206 millions de tonnes. Donc des fondamentaux qui sont baissiers à neutres, et donc de ce fait, un cours du corn qui était en dérive latérale. Donc là, toujours notre graphique en unité de temps hebdomadaire. Le cours du maïs aux États-Unis, donc qui avait marqué son point haut en début d'année 2008, s'approchant des $8 le boisseau. Donc on peut tracer une oblique baissière qui cadre la tendance, même si on peut le voir en début d'année 2011, le cours du corn était passé au-dessus pour rejoindre quasiment les $8. Et à l'été 2012, de nouveau pareil, une forte hausse qui a permis au cours du corn de se maintenir pendant quelques semaines sur les $8 avant de rechuter. Donc là, idem, on se retrouve à l'heure actuelle, donc au 8 février, quasiment contre cette oblique baissière, prêt à partir de nouveau à la hausse avec des indicateurs mathématiques légèrement haussiers. Si on zoome pour le cours du maïs aux États-Unis, on peut s'apercevoir que ce dernier évolue
de façon latérale entre 3,30 $ et 4,15 $ sur les 42 derniers mois, et avec des indicateurs mathématiques qui, à l'heure actuelle, sont plutôt haussiers. On va terminer par le cours du maïs, donc en unité de temps hebdomadaire. Là, on va retrouver un point haut à fin d'année 2007 pour le maïs, sur les 280 eurotonnes sur Euronext, et puis on a pu, grâce à ça, tracer une oblique baissière, comme pour les autres cours des matières premières agricoles, donc qui cadre le cours du maïs sur les 10 dernières années, où le point de rendez-vous à l'heure actuelle se situe plutôt aux alentours de 176 eurotonnes à la hausse, et sur le point bas sur les 151-152 eurotonnes. Là, par contre, on voit qu'on a des indicateurs mathématiques plutôt baissiers, légèrement baissiers, mais l'oblique de support haussier joue son rôle, permettant à l'heure actuelle, au cours du maïs, de tenir sur les 152 eurotonnes. Si on zoome sur ce cours du maïs, en unité de temps jour, on peut s'apercevoir que sur les 54 derniers mois, on a un cours du maïs, donc depuis l'été 2013 jusqu'à aujourd'hui, qui est cadré entre les 151 eurotonnes sur la borne support et les 179 eurotonnes sur la borne résistance, avec des variations légèrement au-dessus ou en dessous de l'ordre de 12 eurotonnes. Donc là, on a des indicateurs mathématiques en journalier qui sont en train de passer quasiment haussiers. Pour finir, donc on a classiquement parlant ce que vous connaissez, donc les éléments fondamentaux qui font habituellement la pluie et le beau temps sur les cours de nos céréales et oléagineux. Donc le premier d'entre eux, bien sûr, c'est la météo. Lorsqu'il fait sec ou lorsqu'il fait très humide, on a de forts risques pour la production mondiale des céréales ou des oléagineux. Et donc, habituellement, on a cette hausse des cours comme en 2007, en 2010 ou en 2012. On a bien sûr cette information corrélée à cette météo, donc l'information sur l'offre et la demande. Donc sur l'offre, bien sûr, pour la côté production. Sur la demande, là, on est plus par rapport à un contexte aussi économique et une progression, on va dire, des pays en développement qui consomment de plus en plus. Donc ces éléments-là, qui nous sont publiés chaque 10 du mois environ par l'USDA, font la pluie et le beau temps. Par contre, ce qui fait varier aujourd'hui les choses, ce qui a fait évoluer les choses ces 10 dernières années, on va dire que c'est la vulgarisation des techniques agricoles sur la planète. Si l'Occident avait un temps d'avance, on voit que des zones comme l'Amérique du Sud ou la zone mer Noire sont en train de rattraper leur retard à grande vitesse, et eux produisent de plus en plus, avec bien sûr moins de contraintes que l'Occident ou que l'Europe, notamment la France. On a aujourd'hui, ce qui compte énormément aussi ces dernières années, des marchés qui sont mondialisés. Les acheteurs n'hésitent plus à aller donc s'approvisionner là où la marchandise est la moins chère, où le prix offert est le plus bas, avec des marchandises bien sûr de qualité. Et là, on fonctionne plutôt maintenant en flux tendu, donc c'est-à-dire qu'une fois que l'hémisphère nord a terminé sa récolte, on va avoir l'hémisphère sud qui va venir de nouveau alimenter les marchés. Donc même si on a pléthore de stocks sur la partie des tableurs Excel de l'USDA, on a en permanence du physique, du flux pour alimenter les industriels et les utilisateurs finaux. Ce qui faisait varier aussi, et ce qui fait varier toujours, c'est l'environnement économique. Donc un environnement économique qui s'améliore, mais avant qui était plutôt dégradé, qui était soutenu par les banquiers centraux, faisant en sorte que le cours des céréales était à la baisse. Et maintenant qu'on commence à avoir un environnement économique qui s'améliore, donc on peut avoir maintenant un espoir de rebond des cours des céréales. Et on va terminer par l'environnement géopolitique, qui habituellement on pouvait avoir de l'influence pour faire effectivement monter les cours s'il y avait un problème géopolitique sur la zone mer Noire, donc des conflits avec la Russie, on pouvait effectivement voir une évolution à la hausse. Donc pour résumer tout ça, sur les 10 dernières années, on a un marché qui a évolué. Donc auparavant, on avait des phases de hausse et de baisse qui étaient prononcées. Là, on retrouvait la volatilité, c'est plutôt la période 2007-2012. Puis on a eu un déclin des cours ensuite, donc à partir du printemps 2011, donc suivi d'une stabilisation des cours comme on a pu le voir pour certaines céréales entre 20 mois minimum et jusqu'à plus de 50 mois ou 48 mois.
Donc ça, c'est la période 2013-2017 jusqu'à quasiment ce jour. Et au final, donc, on a un cycle de baisse qui aura à ce jour duré 10 années puisqu'on fête son anniversaire là autour du 10 février, la mi-février. Donc là, la question maintenant qui se pose, c'est de savoir si 2018-2019 va nous permettre d'aller vers un changement de paradigme. Pour l'apprécier, on est obligé de regarder les taux d'intérêt. Et le principal taux d'intérêt aujourd'hui, c'est le taux d'intérêt à 10 ans américain. Là, vous l'avez sous les yeux sur une période de 5 ans, donc de 2013 à ce jour, début 2018. Donc un taux d'intérêt à 10 ans qui était en mi-2013 sur les 2,85, 2,90%, 3%, qui a chuté à partir du moment où il y a eu l'arrêt du quantitative easing aux États-Unis, donc à l'été 2014, qui s'est mis à chuter, passant de 2,6 à 1,4% à l'été 2016, puis a commencé à rebondir en fin d'année 2016, début d'année 2017, pour revenir sur les 2%, on va dire, dans la dernière phase de l'année 2017. Et là, on constate que depuis la dernière hausse de taux aux États-Unis, donc engendrée par la Fed, donc le 15 décembre 2017, on a une accélération cette fois-ci des taux d'intérêt pour revenir en direction des 3%, donc un niveau plus vu depuis l'année 2013. Autre élément que l'on doit prendre en compte pour évaluer ce changement de paradigme, c'est la partie monnaie. Vous savez que effectivement, nos céréales, le commerce se fait en dollars, majoritairement en dollars sur la planète, et donc la paire de devises la plus forte et qui s'échange le plus au travers de la planète, c'est la partie euro et dollar. Donc les deux principales zones économiques sur la planète. Ce que l'on doit observer sur le graphique en unité de temps hebdomadaire de l'euro, c'est la même chose que ce que l'on vient de voir pour le cours de nos céréales. C'est ça qui est assez impressionnant. Donc c'est que le cours de l'euro qui avait atteint ses points hauts à 1,60, 1,60 en début d'année 2008, a ensuite suivi une décroissance de la monnaie pour rejoindre les 1,05, 1,10, 1,05, 1,15 sur l'année 2015, l'année 2016. Et puis, on commence à assister à un rebond de la monnaie euro face au dollar depuis le printemps-été 2017. Et là, on se retrouve de nouveau, pour la 4e fois consécutive, de nouveau face à l'oblique baissière qui cadre la tendance de l'euro. Et là, c'est là toute la problématique, ou en tout cas c'est là où on va trouver la réponse à notre question, puisque si l'euro vient à casser la fameuse résistance aujourd'hui se situant aux alentours des 1,25, on aurait un changement de paradigme puisqu'on aurait l'euro qui reprendrait de la vigueur, et de ce fait-là, un dollar qui viendra à s'affaisser. Donc de ce fait-là, vous auriez un retour en force des cours, des céréales et des OGE, donc des matières premières agricoles. Et tout ça ne peut se faire que si, effectivement, on a les banquiers centraux qui donnent leur feu vert. Donc, en conclusion, aujourd'hui, on pense qu'on est en train de toucher une fin de cycle pour les matières premières agricoles qui a débuté en février 2008. Aujourd'hui, nous sommes en février 2018, donc 10 ans plus tard. On a une hausse de taux d'intérêt réel là qui s'est enclenchée depuis la mi-décembre 2017 et qui vient de s'accélérer sur le début d'année 2018, donc avec un taux à 10 ans qui se rapproche des 3 points, des 3%. Au-delà des 3%, de toute façon, on va avoir des cours des matières premières qui vont devoir progresser, puisque cela voudra dire, au-delà de 3%, c'est qu'on a un retour de l'inflation. Si retour de l'inflation, automatiquement, on va avoir une réappréciation des actifs tangibles qui, eux, avaient baissé suite à la crise des subprimes. Baisse des taux d'intérêt, baisse des cours des matières premières. Hausse des taux d'intérêt, hausse des cours des matières premières. Donc, et pour cela, bien sûr, il faut que les banquiers centraux nous envoient un signal très fort en diminuant leur soutien à l'économie. Donc, en clair, aujourd'hui, on va guetter le retour de l'inflation, et si c'est le cas, on va avoir un enclenchement d'un cycle
haussier des matières premières agricoles. Alors bien sûr, pas quelque chose qui monte tout droit comme une fusée, mais quelque chose qui va se faire dans le temps et pour les 5 à 10 prochaines années. Donc on va suivre tout ça maintenant avec le modèle ICOP que vous êtes en train de découvrir, qui va nous permettre de réajuster en permanence les points hauts et les points bas sur le cours de nos céréales et le cours de nos oléagineux. Rendez-vous jeudi prochain pour analyser plus en profondeur tous les éléments économiques et financiers pour répondre à notre problématique de changement de cap du cours des matières premières agricoles. Je vous remercie de votre attention et à la semaine prochaine.